Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Vendée Globe mais également du trophée Jules Verne. On va faire les deux d'une pierre deux coups. Alors vous voyez que là je suis légèrement décalé par rapport à l'axe de la caméra, mais le problème c'est qu'il y a un magnifique rayon de soleil qui est en train de taper pile dans la rétine, enfin je sais pas comment on appelle ça, pile dans l'objectif de la caméra, et donc si je fais ça, non, de l'autre côté plutôt, vous voyez un magnifique trou blanc, donc c'est pas très très joli, donc j'ai préféré me décaler un petit peu de l'axe de l'image, et je m'en excuse. N'hésitez pas également à vous abonner, je le dis en début de vidéo, mais également en fin, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche également, ça permet d'améliorer la visibilité de la chaîne, et ça permet de voir que je progresse et que je m'améliore. On va passer donc à cette semaine 3 du Vendée Globe dans un premier temps, et puis on fera un petit point voilà, sur le trophée Jules Verne en fin de vidéo. Déjà on va faire un retour sur la semaine numéro 2, sur l'épisode de la semaine dernière, avec une semaine 2 qui était une semaine plutôt calme pour les leaders, avec quelques réparations à faire suite à la première semaine qui avait été plutôt musclée. Et puis passage du poteau noir plutôt facile pour le leader, il n'y a pas eu de grands problèmes, réparation de petites avaries. Et puis, eh bien, c'était la réflexion par rapport à l'anticyclone de Sainte-Hélène qui allait être corsé et qui est corsé, on va le voir tout de suite. Donc semaine 3, passage de l'anticyclone de Sainte-Hélène, pas entièrement terminé. On a pris pas mal de retard par rapport au programme. On est à 4-5 jours, je crois, de retard si je me fie à la cartographie par rapport à ce qu'a fait en 2016. Jour 16, oui, on a 2 bons jours de retard. 2-3 jours de retard par rapport à Armelle Lecléage, donc ça commence à faire pas mal, surtout qu'on est déjà à 18 jours de course à l'heure où je vous parle et 20h, vu que je fais cette vidéo. Nous sommes le 27 novembre et 10h53, bien entendu quand vous allez la recevoir, elle sera un peu plus tard, je pense qu'on sera vendredi soir, normalement pour la réception de cette vidéo. Donc on va essayer d'aller assez vite. Donc semaine 3, l'anticyclone de Sainte-Hélène, très corsé pourquoi? Parce qu'il y a une dépression qui coupe un petit peu cet anticyclone de Sainte-Hélène. Donc il faut... Les premiers avaient plutôt une route droite, et puis les autres, à partir de la 4e, 5e place, il y avait une réflexion à avoir qui n'était pas évidente du côté des concurrents de ce Vendée Globe. Pas simple également parce que les fichiers météo n'étaient pas toujours très fiables dans l'Atlantique Sud. On a eu des surprises, par exemple PRB qui pensait avoir plus de vent que sur sa trajectoire et qui au final s'est retrouvé dans des zones vraiment de vent mou. Pareil pour Charlie Dalin, ça a été compliqué également pour Fabrice Amédéo, mais lui c'était déjà dans l'Atlantique Nord qu'il avait des petits soucis de vraiment de fichiers météo qui ne correspondent pas à la réalité, et c'est un peu ce que se plaignent les concurrents. Pourtant c'est Sébastien Josse qui fait les fichiers météo, Sébastien Josse qui a été concurrent sur le Vendée Globe il y a 4 ans avec Gitana, qui est quand même un concurrent d'expérience, 3 ou 4 Vendée Globe, également des courses en ultime, donc il sait gérer les fichiers météo, mais il semblerait que ça soit un petit peu compliqué depuis le début de course. On a plusieurs trajectoires en ce moment qui sont réalisées par les concurrents. Nous avons une option sud, très sud, qui a été prise très vite par Louis Burton sur Bureau Vallée 2. Je m'aperçois que je suis tout blanc, je m'excuse vraiment pour la qualité de l'image qui va pas être exceptionnelle. Il y a vraiment le rayon de soleil qui tape au mauvais endroit. C'est un petit souci. Mais on a donc l'option sud pour Louis Burton qui l'a pris très vite. Et puis Sam Davis l'a pris un peu après. Il semblerait que ça a été plus performant pour Sam Davis parce qu'elle est revenue sur Louis Burton. Elle a repris quasiment 90 000 en très peu de temps, en moins d'une journée. Sur Louis Burton, Sam Davis sur Initiative Cœur. Et donc on peut voir que ce sont les deux qui sont dans l'option sud. Quel est l'intérêt de l'option sud? Certes, vous faites un peu plus de trajet. Le trajet est un peu plus long pour rejoindre le cap de Bonne-Espérance, qui est toujours l'objectif désormais de cette 4e semaine. Mais l'avantage,
c'est que vous avez du vent régulier et surtout que vous allez être catapulté par la dépression qui va suivre l'anticyclone des Açores et ce qui va vous catapulter normalement vers le cap de Bonne-Espérance si les fichiers météo sont justes. Ça dépend également des fichiers météo. Donc c'est l'objectif de Sam Davis et Louis Burton et ils ont quand même fait des journées un peu plus rapides que leurs camarades. Mais pour l'instant, c'est pas suffisant pour aller vite, aller suffisamment vite. Devant, on a une option où on traversait cet anticyclone. Eh bien, ça a été l'option de Charlie Dalin, ça a été l'option de PRB, l'option de la plupart des concurrents. Et puis, vous avez une option Est qui a été choisie par Thomas Ruyant dans un premier temps pour réparer, mais on reviendra sur ce qui s'est passé pour Thomas Ruyant un peu plus tard. Et puis par Jean Le Cam, car l'objectif de Jean Le Cam depuis ce début de Tour du Monde, c'est de faire le moins de chemin possible. Pourquoi ? Parce qu'il a un bateau qui est moins rapide que ses adversaires dans du vent performant. Donc l'objectif, c'est de faire le chemin le plus court parce qu'en vitesse pure, il ne peut pas concurrencer ses adversaires. Donc lui, il a traversé vraiment l'anticyclone et là, il prend du vent un peu plus sud, mais vraiment, la trajectoire de Jean Le Cam est très tendue depuis le début de ce Tour du Monde. C'est celui qui a fait le moins de kilomètres. Ça, c'est clair et net, Jean Le Cam. Jean Le Cam qui est toujours très très bien classé en passant. Troisième avec 354 000 nautiques de retard. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Mais bon, il se peut que devant, il y a encore des problèmes chez certains concurrents. Et puis c'était également dans cette semaine 3 la fin du poteau noir pour les concurrents un peu plus loin au classement, au-delà de la 15e place. Poteau noir qui a été compliqué, très corsé pour certains concurrents comme Didac Costa, mais aussi par exemple Fabrice Amedeo qui a eu vraiment une course compliquée. Pip Air également, ça n'a pas été facile. Et puis maintenant ces concurrents là qui sont en train de longer le Brésil avec du vent portant, un long bord qui va durer au moins 3, 4, peut-être 5 jours. Pour ces concurrents, ils vont rester quasiment avec les mêmes voiles, ce qui n'est pas forcément très passionnant, comme le disait Manuel Sétain en vacation. C'était un petit peu fatigant, on va dire. On continue maintenant avec les problèmes techniques, un petit peu les petits soucis de ce début de Vendée Globe pour certains concurrents. On commence avec le leader de la semaine dernière, Alex Thompson. Je vous avais dit, je trouvais ça étonnant, Alex Thompson qui avait perdu pas mal de milles nautiques ces derniers jours. Il semblerait, selon son équipe technique, que ça ne soit pas dû à son problème, qu'il n'ait seulement pas pris de risque et plutôt fait reposer le bateau. Mais en fait, il a fait une visite de contrôle de son bateau avant d'attaquer vraiment les 40e rugissants et il s'est aperçu d'un problème au niveau de la poutre à l'avant du bateau, une poutre longitudinale, c'est-à-dire que ça provoque des déformations au niveau du bateau, donc c'est vraiment pas top, faut réparer très vite. C'est un problème qu'on appelle structurel, donc c'est plutôt un problème qu'il faut régler rapidement et ça a mis du temps pour Alex Thompson qui a dû faire du composite, qui a dû faire un petit peu Bob le bricoleur et qui a perdu 4 jours de réparation, à peu près 500 000 nautiques de perdu, donc une grosse journée de navigation de perdu en temps, mais 4 jours de réparation. De la fatigue également pendant cette journée, donc vraiment pas évident pour Alex Thompson, un problème assez important, surtout que son équipe technique a pas voulu tout de suite trop nous dire ce que c'était. Il disait problème structurel, mais problème structurel, ça veut dire beaucoup de choses. On sait quand même qu'un problème structurel est souvent assez grave quand même. Et donc là, Alex Thompson a pu le réparer, même si ça a mis un peu de temps. Il a remis les voiles et maintenant il réattaque le Gallois pour tenter de refaire son retard pour le moment. Problème également de quille pour Sébastien Destrumeaux, qui a l'huile de son système. Vous savez, la quille elle peut bouger sur un IMOCA et tout son système au niveau de l'huile s'est répandue dans le bateau, donc il est en train de réparer pour le moment. Sébastien Destrumeaux qui avait déjà eu un problème de génaqueur, qui avait eu un problème avec sa casquette en carton, donc vraiment un Vendée Globe bien plus compliqué qu'il y a 4 ans pour Sébastien Destrumeaux. Il est obligé vraiment de réparer énormément de pièces, je pense certainement à cause d'un petit manque de préparation sur ce bateau, il faut pas se mentir. Faire un Vendée Globe avec un petit budget, c'est déjà pas facile, mais en plus quand la préparation est pas optimum, c'est encore plus compliqué. Et puis Thomas Ruyant, le dernier qui a eu un gros problème, qui était deuxième du classement, vraiment, qui était même leader la semaine dernière, enfin cette semaine, lors de la semaine numéro 3, qui a été leader à certains moments, et puis qui avait perdu la tête. Il a eu un problème avec son foil bâbord, ce qui lui fait perdre pas mal de rythme sur ce bateau. Le foil bâbord, qui n'est plus utilisable,
il a dû le casser, enfin voilà, il a eu un léger choc, ce problème, ce foil. Il a dû le rentrer, donc pour l'instant il a un bateau avec un seul foil, ce qui va forcément être un problème dans les mers du Sud pour ce bateau qui va perdre un petit peu de vitesse et de puissance, mais on s'était aperçu quand même il y a 4 ans avec notre ami Alex Thompson qu'on pouvait quand même être très performant avec un seul foil, donc on verra ce que ça donne du côté de Thomas Rivien qui a quand même perdu un petit peu de temps dans cette affaire. On fait un petit point sur le classement. Déjà l'homme, et puis ça va nous permettre de voir un petit peu les concurrents qui ont fait une bonne semaine. On commence avec Charlie Dalin. Charlie Dalin en tête. On a l'impression qu'il n'y a aucun problème pour le concurrent de Apivia qui s'en sort vraiment extrêmement bien pour le moment. Il prend pas énormément de risques, on a l'impression. Mais ça va vite du côté d'Apivia qui mène avec 221 000 nautiques d'avance sur Linky Daoud, donc Thomas Ruyant qui a eu son petit problème de foil et qui a réparé dans de la mer un peu plus plate, mais ça lui a permis de faire un petit peu moins de chemin. Malgré tout, l'écart a largement augmenté avec Charlie Dalin. L'écart était assez minime entre les deux depuis quasiment sur les 15 premiers jours de course. Et bien là, l'écart s'est quand même largement agrandi après 18 heures de course. En troisième, on retrouve Jean Le Cam, qui est à 354 000 nautiques. Quatrième, belle semaine, et je voulais le souligner, de Yannick Bestaven, qui est sur un bateau Maître Coq-Cac, qui est un bateau d'expérience, un bateau qui date de 2015, qui a des foils depuis très longtemps, qui est l'un des premiers foilers, notre ami Yannick Bestaven. Donc il a un bateau vraiment très performant, et c'est un skipper également d'expérience, Yannick Bestaven. Il a fait beaucoup de courses dans sa carrière. C'est quelqu'un qui avait déjà fait un Vendée Globe qui n'avait pas duré très longtemps. Il a fait aussi pas mal de classe 40 avec des très bons résultats. Il avait fini deuxième en 2008 de la Québec-Saint-Malo, vainqueur de la Transat 650 entre La Rochelle et Salvador de Bahia, donc en classe mini. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans son palmarès? Quatrième en classe 40 de la Transat Jacques Vabre en 2013, quatrième également de la Route du Rhône dans cette même catégorie, vainqueur de la Transat Jacques Vabre en 2015 et de la course Les Sables, Horta Les Sables en classe 40. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise les classes 40 et qui est passé sur les IMOCA quand Yannick Bestaven, quand Maître Coq cherchait quelqu'un après le départ de Jérémy Bayou, ils ont trouvé ce bateau, ils ont trouvé ce skipper sur un bateau encore une fois d'expérience, le bateau Maître Coq 4, vu que c'était à peu près le bateau de Jérémy Bayou, j'avais oublié son nom, qui avait été plutôt performant. On retrouve également Arkea avec Sébastien Simon qui est 7ème, vraiment très belle course également de Arkea, 5ème PRB, mais Arkea, Sébastien Simon qui remonte encore une fois dans le classement. Il a quasiment rien perdu en 1000 nautiques par rapport au leader. Il avait 500 000 nautiques de retard la semaine dernière, il en a toujours 500 000, donc ça veut dire qu'il va très très vite sur un bateau, encore une fois qui a eu pas mal de soucis au niveau de ses foils, qui a cassé au moins 3 ou 4 paires de foils en 1 an et demi, donc c'est assez incroyable, mais pour le moment ça a l'air de plutôt bien fonctionner pour Sébastien Simon. Et puis on voit Louis Burton 8ème, Samantha Davis 9ème, et Giancarlo Pedote qui rentre dans le top 10 également. Belle performance de l'Italien qui n'est pas forcément le skipper qui a le plus d'expérience, mais qui arrive à être très performant. Giancarlo Pedote. Ensuite Damien Seguin, Hugo Boss 12ème, donc 658 000 nautiques, mais il réaccélère. Et puis je voulais souligner la belle 15e place d'Isabelle Joschke qui a fait une très très belle course, une très très belle semaine avec MACSF, avec un bateau qui est un bateau âgé de 2007 à qui on a rajouté des foils, mais qui, il semblerait selon ses concepteurs, a été conçu quasiment pour mettre des foils. C'est-à-dire c'est un bateau qui était extrêmement fin, et les bateaux fins forcément fonctionnent très très bien normalement avec des foils. On l'avait vu avec Alex Thompson sur les bateaux très fins, les étraves très fines, les foils marchent mieux parce que ça permet de gagner pas mal de puissance. Elle a dépassé Clarisse Kremer, Athanasio, également Alan Roura, donc elle fait vraiment une très très belle course, une très très belle semaine pour Isabelle Joschke, qui a quand même eu un petit souci de balcon arrière qui a été largement cassé, donc elle l'a réparé avec sa chaise de surveillance, sa chaise de guet qui a été utilisée pour réparer son balcon arrière à Isabelle Joschke.
Et puis voilà, on a fait un petit point sur le classement de ce Vendée Globe. On va faire un petit point statistique juste sur ce tac pour savoir qui a été le plus vite sur les dernières 24 heures. Bien entendu, ça va pas vouloir me le mettre rapidement. Eh bien, c'est Armel Tripon qui a fait la plus grosse distance. Vous voyez, ça revient un petit peu de l'arrière pour le moment sur cette course. Et puis, au cours des dernières 24 heures, voilà, c'est Armel Tripon également qui a la meilleure vitesse avec 16 nœuds 8. Armel Tripon, pour l'instant, l'Occitane en Provence qui a eu pas mal de problèmes techniques, mais qui a l'air de reprendre de la vitesse. On passe au trophée Jules Verne qui a été lancé mardi soir, dans la nuit de mardi à mercredi, avec un départ express de la part de Sodebo et surtout de Gitana. Sodebo qui a décidé de partir vers 16h, 17h. Ils l'ont pas annoncé tout de suite, mais Gitana s'en est aperçu parce qu'il y avait pas mal de mouvements autour du bateau Sodebo. Donc mardi, voilà, dans l'après-midi, ils ont pris la décision de prendre le départ. Et Gitana, à ce moment-là, eux, n'étaient pas sûrs de partir. Ils étaient revenus en code jaune. Donc, code jaune, c'est quand vous pouvez partir dans les 24-48 heures, mais c'est pas tout de suite que vous allez partir. C'est vraiment pas le moment critique du départ. Ils attendaient, en fait, de voir ce que ça allait donner jeudi au niveau de la fenêtre météo. Ils voulaient partir plutôt jeudi, et puis ils se sont aperçus que jeudi, la fenêtre allait se dégrader. Donc, ils ont décidé de suivre Sodebo parce qu'ils se sont dit, certes, la fenêtre n'est pas optimum normalement dans l'Atlantique Sud, mais si ça se dégage, on va avoir l'air de con si on n'a pas suivi Sodebo. Donc ils ont décidé de suivre, et depuis, eh bien, ça va extrêmement vite pour ces deux bateaux, avec une vitesse moyenne de 33 nœuds 8, je crois, depuis le départ. Donc ça va très vite. Encore quasiment 30 nœuds sur les dernières 24 heures, et pourtant on est passé au large des Canaries, ce qui n'est pas toujours une zone facile, mais ça va extrêmement vite, des conditions de vent parfaites pour ces deux bateaux qui partent pas avec le même nombre de skippers, 6 du côté de Edmond de Rothschild et 8 du côté de Sodebo, Ultime 3, donc voilà, des différences un petit peu techniques. Également avec une zone de survie au milieu du bateau pour Sodebo, à l'arrière pour Gitana, et puis deux bateaux qui n'ont pas la même expérience. Gitana date de 2017, Sodebo de l'année dernière, donc voilà, il y a des petites différences entre ces deux équipages et la conception de ces deux bateaux. N'hésitez pas à regarder, il y a pas mal de vidéos, enfin il y a quand même quelques vidéos qui sortent, vous allez voir la vitesse de ces bateaux, c'est hallucinante, la vitesse hallucinante de ces bateaux, je vais réussir à faire des phases en français, et ça va à une vitesse de dingue pour tous ces bateaux, donc vraiment je vous invite à suivre cette course, et l'objectif est de battre le record de Francis Joyon qui était de 40 jours, 23 heures et 30 minutes et 30 secondes. Et bah pour le moment, Sodebo a 117 000 nautiques d'avance et Edmond de Rothschild a 101 000 nautiques, en sachant que les deux sont partis avec 25 minutes d'écart, donc ils sont en régate, hein, c'est vraiment de la match race, les deux bateaux se voient, donc c'est très marrant à suivre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Quand vous vous abonnez à la chaîne, n'hésitez pas à mettre la cloche, comme ça vous savez quand les dernières vidéos sortent sur la chaîne. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méga Production. Ciao ciao.